Je range mon bureau numéro 66. Ça fait 40 jours que je n'ai pas tourné de vidéo. Je range mon bureau puisque je réussis à traiter de certains livres au moyen de la série Interpares en leur consacrant des vidéos un peu plus longues, un peu plus fouillées. Donc aujourd'hui, je range mon bureau, ce sont des vidéos longues, certes, mais dans lesquelles le traitement de chaque livre est beaucoup plus court. Et pour commencer, je vais reprendre une tradition que j'avais abandonnée pendant 2 ou 3 vidéos, qui est de commencer par un des Pléiades, par piocher un peu dans les Pléiades qui se trouvent derrière moi et sur lesquelles on me fait régulièrement des commentaires en me disant « J'envie votre collection de Pléiades, ça va pas te poser comme ça avec ces Pléiades. » C'est comme ça, les Pléiades ils sont derrière et je ne pose pas avec, je fais juste mes vidéos dans mon bureau, c'est comme ça, à mon bureau. Alors le Pléiade, anthologie de la bilingue de la poésie anglaise sous la direction de Paul Ben-Simon, Bernard Brugière, François Piquet et Michel Rémy, j'ai choisi en fait d'aller piocher ça parce que le premier livre dont je vais vous parler tout à l'heure, Bruce Beaver, en fait m'a fait penser non seulement au prélude de Wordsworth, mais aussi à toute la poésie autobiographique confessionnelle. Et donc je vais vous lire un extrait non pas du prélude de Wordsworth, mais d'un poète contemporain, quasi contemporain, Tony Harrison. Je vais juste vous lire le début d'un poème qui s'appelle Kumquat for John Keats. La traduction française est de Brugière et Ben-Simon et elle n'est pas versifiée au sens où il n'y a pas de rime. Et ça n'est pas, à mon avis, un choix très astucieux. Je trouve dommage qu'un poème qui est écrit en distique de rimes plates, et c'est un élément essentiel de la structure du poème, ne soit pas traduit ainsi. A Kumquat for John Keats, Tony Harrison. Today I found the right fruit for my prime, not orange, not tangelo and not lime. No moonlight globes of grapefruit that now hang outside our bedroom, nor tart lemons tang. The last year full of bile and self-defeat, I wanted to believe no life was sweet, nor the tangible sunshine of the tangerine, and no incongruous citrus ever seen at greengrocers in Newcastle or Leeds, misspelt by the spuds and mud-caked Swedes of fruit, an older poet my substitute for the grape, John Keats' thoughts, fit to be joy's fruit. When 2 years before he died, he tried to write how melancholy dwelled inside delight. And if he'd known the citrus that I mean, that's not orange, lemon, lime or tangerine, I'm pretty sure that Keats, though he had heard of candied apple, quince and plum and gourd, instead of grape against the palate fine, would have, if he'd known it, plumbed for mine. This eastern citrus scarcely cherry size, it bite just one, and then apostrophize, and pen one stanza how the fruit had all the qualities of fruit before the fall, but in the next few lines be forced to write how Eve's apple tasted at the second bite. And if John Keats had only lived to be, because of extra years and need, like me, at 42 he'd help me celebrate that mechanopic kumquat that I ate whole, straight off the tree, sweet pulp and sour skin. Or was it sweet outside and sour within? For however many kumquats that I eat, I'm not sure if it's flesh or rind that's sweet. And being a man of doubt at life's midway, I'd offer Keats some kumquats and I say, you'll find that one part sweet and one part tart. Say where the sweetness or the sourness start. Et le poème se poursuit, il est assez long. Je m'arrête là, je vais vous en lire la traduction française, que je trouve un peu plate, y compris d'ailleurs dans la reprise des jeux de mots ou des allitérations, bon, qu'il n'y ait pas de traduction de rime, on va dire soit, mais c'est un peu plus perturbant quand même. C'est assez prosaïque comme traduction. Aujourd'hui, j'ai trouvé le fruit approprié à la force de l'âge. Ni l'orange, ni le tangelo, ni la limette, ni les globes des pamplemousses, tels des lunes suspendues devant notre chambre, ni l'acide saveur du citron. Encore que l'année dernière, plein d'amertume et de découragement, je voulais croire qu'il n'y avait nulle douceur dans la vie, non plus que le tangible soleil de la tangerine, ni le cédrat incongru, qu'il arrive de voir chez les épiciers de Newcastle ou de Leeds, mal orthographiés près des patates et des navets de Suède. Ce fruit qu'un poète plus âgé pourrait échanger contre le raisin qui, pour John Keats, était destiné à être le fruit de la joie. Quand 2 ans avant sa mort, il tenta de décrire à la façon dont la mélancolie résidait au cœur du délice. Et s'il avait connu le cédrat auquel je pense, qui n'est ni orange, ni citron, ni limette, ni tangerine, je suis vraiment sûr que Keats, bien qu'il ait entendu parler de pommes candies, de coings, de prunes, de calebasses, au lieu de raisins éclatés sur son palais délicat, aurait choisi, s'il l'avait connu, mon fruit, ce cédrat oriental,
à peine aussi gros qu'une cerise. Il y aurait mordu juste une fois et ensuite se serait adressé à lui et aurait composé une strophe pour dire comment ce fruit avait toutes les qualités des fruits d'avant la chute. Et dans les vers suivants, il aurait été forcé de dire « Quel goût eut la pomme d'Ève quand elle y mordit la deuxième fois ?» Et si John Keats avait seulement vécu pour être, à cause de ces années ajoutées dans les mêmes difficultés que moi, à 42 ans, il m'aiderait à célébrer ce kumquat de Micanopy que j'ai mangé tout entier, à même l'arbre, douce pulpe et peau aigre. Ou était-ce doux en surface et aigre à l'intérieur? Car j'ai beau manger autant de kumquat que l'on voudra, je ne sais pas si c'est la chair ou l'écorce qui est douce. Et devenu homme de doute à mi-chemin de la vie, j'aimerais offrir à Keats quelques kumquat et lui dire « Tu trouveras qu'une partie est douce, une autre amère. Dis-nous où commence la douceur ou l'amertume. » C'est donc un extrait d'un poème de Tony Harrison, Kumquat for John Keats, un kumquat pour John Keats, traduit par Bernard Brugière et Paul Ben-Simon dans cette anthologie bilingue de la poésie anglaise. Et c'est une traduction qui finalement traduit surtout le sens, mais qui ne respecte ni le rythme, ni les rimes. Et c'est un peu gênant quand même. On poursuit, ou plus exactement, je commence à vous parler des livres qui forment une grosse pile là devant moi et que je vais ranger. Il y a donc As It Was de Bruce Beaver que j'étais allé rechercher à cause du hashtag lieu de lecture que Greg Devin sur Twitter propose tous les dimanches. Et en fait, la raison pour laquelle j'étais allé rechercher As It Was de Bruce Beaver, c'est parce que c'est le livre que j'associe le plus étroitement au lieu le plus éloigné de mon lieu de vie actuel. En l'occurrence, la baie de Sydney, un voyage, une petite traversée en ferry jusqu'à la plage de Manly. C'est un très très beau souvenir. Et sur le ferry, j'en prenais plein la vue. Puis j'avais aussi un livre que j'avais acheté, je crois, la veille, ou enfin vraiment très peu de temps avant, à Melbourne, je crois quand même, d'occasion. Ce livre de Bruce Beaver, écrivain que je ne connaissais pas, que je ne connais pas bien mieux depuis. Je n'ai lu que ce livre de lui. Et je ne me rappelais pas, en fait, je me rappelais bien tous les passages en prose qui sont des souvenirs d'enfance. Et je ne me rappelais pas qu'il y avait toute une partie en vers. Et notamment, et c'est ça qui m'a fait penser non seulement à Seamus Heaney, mais aussi à Wordsworth, mais aussi du coup à un petit peu regarder et refeuilleter cette anthologie bilingue de la poésie anglophone qui m'a ramené vers le lien avec la réécriture de l'Ode à la mélancolie de Keats par Tony Harrison. C'est un poème qui s'appelle, et là vous n'aurez pas la traduction, c'est un poème assez long, je vais lire juste le début, qui s'appelle Pea Picking, en ramassant les pois ou la cueillette des pois. Il raconte comment il se faisait quelques sous quand il était jeune en participant à ses activités agricoles. To realize the futility of pea picking, its broken-backed and bruised-kneed endurance, tested up and down the crowded rows of squat, green, sparsely bearing bushes, the sight of the finger-splitting ritual, left and right forefingers and thumbs cut and bruised, bloody. The neck breaking under the bludgeoning sun, the eyes, ears, nose and lips crawling with sticky beaking flies. The stink or perfume, sometimes vaguely both, of your fellow pickers beside and ahead of you to understand why you are doing this at all. Day after blistering day, for 4 shillings a bushel or 2 kerosene tins full, you had to be either 17 and desperately in need of more than £2 to buy the collected letters of John Keats. That is 10 bushels, when you were averaging 4 bushels a day, for the several days allotted to the picking. Or perhaps you had to be aboriginal, and aged for 15 to 65, male or female, and be able to knock off 10 bushels a day. Bushes and all. When you were supposed to pick selectively, that is, to leave the younger, smaller parts for a second picking, or you might have even needed to be the farmer himself. Too busy to supervise, keeping up with most of the aboriginals only picking selectively. Je m'arrête là, ça continue. Et donc c'est un poème qui, évidemment, rejoint la poésie autobiographique, confessionnelle, dont je parlais, qui s'inscrit dans ce mouvement-là, mais qui est aussi un très beau texte. Il aurait fallu que j'ai le temps de le lire en entier, mais il est vraiment très long, de poésie qui parle du travail manuel, des activités de travaux manuels, et là en l'occurrence, bien sûr, des ouvriers agricoles et de l'activité des ouvriers agricoles.
Et on voit effectivement que déjà d'un point de vue sociologique aussi, il le relie à quelque chose de très particulier à la société australienne, qui est que les personnes qui sont employées à ces activités, hein, comme le castrer le maïs par exemple dans les Landes, toutes ces activités saisonnières, ce sont soit des pauvres blancs, soit des aborigènes. Et on a déjà évidemment ce partage sociologique et ethnique en quelque sorte. Le livre suivant sur la pile, c'est Les Abysses de Rivers Solomon. Je ne vais pas en parler plus en détail, je vous renvoie juste à une vidéo assez longue que j'ai faite, Interpares, je ne sais plus laquelle c'est, la 24 je crois, dans laquelle je parle du texte anglais The Deep, et également j'évoque la traduction française aux éditions Aux Forges de Vulcain. Si vous n'avez pas suivi le film en quelque sorte, essayez de rattraper avec Interpares, livre majeur, Les Abysses de Rivers Solomon. Livre que j'ai fini de lire hier, tiens, il y a encore le petit marque-page sur lequel j'ai pris des notes. Bruit dedans d'Anna Dubosc, paru cette année aux éditions Kidam, et je n'avais jamais lu de livre d'Anna Dubosc, et visiblement toute son œuvre, dont elle parle d'ailleurs, et toute son œuvre est une sorte d'intertexte, intratextuel visiblement. Elle a écrit 6 livres déjà, et ce livre est donc un livre autofictionnel. Et Bruit dedans commence en fait par parler beaucoup de ses activités auprès des réfugiés, mais surtout de sa mère qui est en EHPAD, qui est en train de sombrer progressivement dans la démence sénile, très probablement, avec lesquels l'échange est assez dur, et évidemment difficile, on va dire, et en même temps empreint d'une énorme, immense, infinie tendresse. Et le livre bascule progressivement. Alors ça commence en fait avec aussi les enfants qui disparaissent totalement ensuite du paysage en quelque sorte du livre. Et ça se poursuit plus en fait avec la mère, avec les hésitations. Et en fait, toute la deuxième partie, plus longue en fait, là, à peu près sur 145 pages, on a à peu près 90 pages qui sont consacrées à ça. La deuxième partie bascule dans une espèce de mise en abîme complètement vertigineuse dans laquelle Anna Dubosc parle de son livre en train de s'écrire et écrit la manière dont elle écrit le livre. Ce qui fait basculer le livre, c'est les retrouvailles avec un personnage visiblement qui a été très important dans la jeunesse de la narratrice-autrice, puisque c'est un jeu autofictionnel qui s'appelle Anna Dubosc. Et comme toujours dans l'autofiction, on ne sait pas ce qui est inventé, on ne sait pas ce qui est réel, quelle est la matière, quel est le matériau et quelles sont les transformations du matériau, en quelque sorte. Ce personnage s'appelle Julien, et Julien est apparemment un personnage, une figure de quelqu'un qui accumule des notes encore plus qu'Anna Dubosc, qui est sans arrêt en train de tout noter de ce qui lui arrive dans sa vie, et qui écrit par SMS, par mail, etc. à Anna Dubosc le détail de tout ce qu'ils ont vécu ensemble depuis qu'ils se sont retrouvés, et revient aussi sur des souvenirs, etc. Et elle incorpore au fur et à mesure à son texte ses SMS, ses échanges, etc. Ce qui fait qu'il y a cette espèce d'alternance d'italique qui semble être des reports directs de conversations qu'elle a eues avec Julien, ou de ceux que lui envoie, ou du matériau écrit que lui envoie Julien, SMS, etc. Et de passages qui ne sont pas en italique et qui ont l'air d'être les passages de narration, de commentaires, etc. directement pris en charge par Anna Dubosc. Alors c'est assez déroutant. À la page 59, c'est pas encore le retour de Julien ou l'irruption de Julien qui fait basculer le livre, un peu comme le livre brisé de Serge Doubinsky. On sait que le livre brisé de Serge Doubinsky, il est en 2 parties. Il est brisé pourquoi? Parce qu'il y a la mort de sa femme qui détruit en fait le projet initial du livre et le fait basculer vers autre chose. On a un peu cette impression d'une manière beaucoup plus, on va dire, mutationnel, je ne sais pas comment le dire, comme une métamorphose ou un glissement beaucoup plus subtil, beaucoup plus progressif dans le livre d'Anna Dubosc, Bruit dedans, mais il y a un peu la même idée, c'est-à-dire c'est quand Julien réapparaît, il interrompt en fait le livre, il le fait basculer vers autre chose, et il le fait basculer vers une mise en abîme beaucoup plus assumée, comme je le disais, vertigineuse. Néanmoins, il y a des signes avant, puisque dès la page 59, il y a cette espèce de dédoublement progressif du récit, direct, j'ai envie de dire avec beaucoup de guillemets, et puis du récit du récit, qui apparaît déjà en italique. Il n'y a plus que des récits, c'est tout ce qui reste de la réalité. Même le clochard l'a perdu de vue, il erre dans sa folie le seul vestige de sa mémoire. Une fois rentré, je m'installe tout de suite à mon bureau. Le temps que l'ordinateur s'allume, je note au dos d'une enveloppe les Chinois qui courent à reculons, le clochard kurde, l'air de la vie qui donne envie d'écrire.
Ensuite, je feuillette un ou deux bouquins parmi les dizaines de livres fétiches qui encombrent ma table. Je parcours les passages que j'ai soulignés comme un chanteur fait des vocalises pour chauffer sa voix. Puis j'ouvre le fichier sur lequel je travaille depuis un an. Je n'ai pas encore le titre, ça viendra en dernier. En attendant, j'ai appelé mon projet Récit avec un numéro. Après avoir hésité à l'enregistrer sous les romans, même si je n'ai jamais vraiment fait la différence, la fiction puisant forcément dans la réalité, et la réalité n'étant qu'un entrelac de fiction indémêlable. Et c'est peu après que Julien apparaît. Et donc par exemple à la page 110, il y a ces échanges de SMS. J'ajoute un smiley à lunettes avec des dents de lapin. Attention au smiley, tu vas t'y habituer, ça va te laver le cerveau. Et si tu t'y mets toi aussi, c'est la merde. La merde à sa place. Tu m'as toujours dit qu'il ne fallait mépriser aucune matière, que tout concernait l'écriture. Pas ça. C'est terrifiant cette idée qu'il faut mettre des schémas comme si les mots manquaient. Je suis étonné que ça ne te révulse pas. Il n'y a rien à combler, les phrases suffisent. Mais ça n'est pas destiné à combler, c'est un langage en soi qui a sa singularité, un humour propre. Et ce passage est entièrement en italique avec des retours à la ligne, sans que les auteurs des différents dialogues ou des différentes répliques soient donnés. Et on en conclut que celui qui n'est pas d'accord avec l'utilisation des émojis, c'est Julien, et que le personnage, l'instance personnage qui défend l'utilisation des émojis, c'est la narratrice / autrice Anna Dubosc. Et néanmoins, tout ça finit par s'inverser de manière encore plus vertigineuse vers la fin, sans qu'on ait réellement la réponse, et c'est pour ça que je dis que c'est... Et c'est presque ça qui sauve le livre, parce qu'on l'entend peut-être pas, mais je suis assez réservé sur ce livre. J'ai passé ma lecture de ce livre à me dire que c'était pas inintéressant, qu'il y avait des choses qui m'entraînaient, mais que l'ensemble était assez vain, assez superficiel. Cette impression d'avoir un petit peu un livre fait à partir de personnages de Desplechin. Le cinéma de Desplechin m'intéresse pas du tout, ou plus exactement les gens dont il parle, leurs problèmes de bourgeois friqués m'intéressent pas du tout. Il y a un petit côté comme ça ici, mais bon, c'est juste un petit côté. Alors je vais pas retrouver le passage que je voulais donner, c'est page 150, heureusement que je l'ai noté sur mon fameux marque-page. Elle rencontre un autre personnage qui s'appelle Danos, et dont il était question au début du livre. Je descends à la cafétéria, je nous ramène un flan et une quiche pour deux. On se met sur son lit pour manger. Il engloutit la quiche en me demandant où en est mon livre sur lui. Il est ulcéré d'apprendre qu'il n'en est pas l'unique personnage. Putain mais merde, tout déconne, je suis fauché, j'ai un cœur à la con, alors t'aurais pu mettre le paquet sur mon personnage. C'est qui ce Julien d'abord? Je suis sûr qu'il n'existe pas. T'as encore inventé un mec. En tout cas, moi j'existe. D'ailleurs, je suis le seul acteur à jouer dans les bouquins. C'est vrai, ça fera le 3e avec le tien. On organisera des lectures croisées pour confronter tous les Danos. Je suis de retour en début d'après-midi, il fait beau, c'est le printemps, la lumière entre à nouveau dans le salon depuis 3 jours. Je range mon bureau, j'ai même pas fait exprès de lire ce passage. Puis je descends au café pour relire la dernière version de mon manuscrit. À 16h30, je vais chercher Milo à l'école, il me reste quelques pages, je les lirai ce soir. Donc, ce qui m'intéressait, c'était pas la citation « je range mon bureau », j'ai même pas fait exprès, c'est le fait que le personnage qui s'appelle Danos a comme propos rapporté ici l'idée que Julien est un personnage totalement inventé, que donc l'autofiction ne se nourrit pas de la réalité, mais elle se nourrit d'une réalité complètement imaginaire. Ce qui fait que du coup, par ce principe de mise en abîme vertigineuse, on se demande si Danos lui-même existe, d'où on organisera des lectures croisées pour confronter tous les Danos, et ça débouche sur la fin de cette page 150, où elle dit « il me reste quelques pages, je les lirai ce soir ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il reste 2 pages dans le livre que nous, lecteurs, lectrices, nous lisons. Et quand elle dit « je les lirai ce soir », ça veut dire en fait « je les écrirai ce soir », mais en même temps, elle dit « je les lirai » parce qu'elle finit par totalement confondre lire et écrire, et elle l'écrit du point de vue de nous, le lecteur qui lit le livre imprimé. « Je les lirai ce soir », c'est nous. C'est nous. Et de fait, je les ai finis. D'ailleurs, j'ai fini de lire ce livre hier soir. Bruit dedans, Anna Dubosc, édition Kidam. Autre, alors découverte, pas tout à fait découverte en fait, Alban Gélé, je la lis depuis un certain temps, je crois même qu'elle devait faire partie des 29 contemporaines de ma série sur 29 écrivaines vivantes de langue française. Livre donc que j'ai lu, préfacé par Éric Baraté, qui traîne partout dès qu'il s'agit d'animaux, d'histoire de l'animal, d'anthropologie animale, et même de littérature liée aux animaux. Et donc, Cher Animal, d'Alban Gélé, c'est paru aux éditions La Rumeur Libre, qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait venir ce livre, c'est paru en 2019.
Et donc, il s'agit d'une série de lettres écrites à un certain nombre d'animaux. La baleine, le sanglier, la buse, le colibri, l'hippocampe, le daim, le requin, l'anémone de mer, la souris, le chien, etc. Et illustré par Séverine Bérard. Et j'ai beaucoup aimé les illustrations qui, à chaque fois, prennent pour principe l'idée d'avoir un dessin extrêmement réaliste, mais uniquement d'une partie de l'animal. Donc là, par exemple, le chien, ou là, l'hippopotame, c'est pas forcément le plus réussi, enfin le plus marquant surtout, le plus télégénique, je sais pas comment il faut dire, mais voilà, celui-là aussi. Et en fait, c'est méchant à dire, mais j'ai presque préféré les dessins aux textes. Les textes m'ont un peu déçu, j'ai trouvé ça un petit peu d'un lyrisme un peu facile, elle ne travaille pas la question de l'anthropomorphisme, à savoir que l'anthropomorphisme, il est presque totalement assumé au premier degré. Ça, je trouve ça un petit peu gênant quand même. Et puis il y a un ton un petit peu décalé, second degré en revanche, donc voilà, c'est peut-être trop premier degré dans l'anthropomorphisme, et trop second degré, trop relâché ou prétendument relâché dans l'écriture, un petit peu fleur bleue, quoi. J'ai pas été très fan de ce texte. Je vais en lire un, bon, je ne décourage pas de lire ou d'acheter ce livre, hein, mais bon. Cher Otari, terre et mer, tu prends les deux sans hésiter puisque c'est une seule. La terre pour les naissances et les voyages, la mer pour les repas. La mer abri, la mer immense. Tes nageoires sont des jambes ou bien des gouvernails. Tu poses parfois sur l'homme des yeux de chien, avec ton regard de poisson, on t'appelle le lion de mer. Tu fais l'apprivoiser dans des bassins de cirque, une joie de vivre qui déborde, pour jongler, rire et même compter. Quel est le professeur de l'autre? Tu obéis sans rechigner. Les militaires en profitent pour te confier quelques-unes de leurs missions secrètes. Tu vois tout dans le noir, ils te donnent des ordres. On t'utilise, on te décime, tu n'as pourtant déclaré de guerre à personne, on oublie de te protéger. Est-il possible que tu trouves des océans sans hommes? Cherche bien, voyage loin, sauve-toi. Cher animal, d'Alban Gélé, 2019, La rumeur libre. Autre livre dont je vais essayer de parler assez vite, et c'est une anthologie de textes de femmes québécoises ou canadiennes francophones, Femmes rapaillées. C'est paru aux éditions Mémoire d'Encrier avec leur travail extrêmement précieux en littérature canadienne. Et donc ce volume paru, que je dise pas de bêtises, en 2016, voilà, part du titre du poète Gaston Miron, L'homme rapaillé, dont le poème liminaire fondateur marque l'arrivée, la naissance et l'aube. Donc ça c'est le point de départ, je vous lis la 4e de couverture. Près de 50 ans plus tard, 41 femmes poètes, québécoises d'ici et d'ailleurs, de générations et de sensibilités différentes, prennent la parole pour que le commencement continue d'advenir. Et donc ce texte propose ce qu'ils appellent en 4e de couverture un chant ininterrompu de 41 poètes. Donc il y a une sorte de fil conducteur comme ça qui est très bien fait, qui est très astucieux, puis il y a des poèmes absolument magnifiques. J'ai eu du mal à choisir, en fait, je vais vous lire la série de poèmes brefs de Diane Regenbald. Je ne sais pas comment ça se dit, Diane Regenbald, Là où je vais, voilà. Qui prend pour épigraphe Alejandra Pizarnik. Comme un poème qui connaît le silence des choses, tu parles pour ne pas me voir. Et donc, c'est une série de 5 poèmes courts qui font à peu près entre 6 et 9 vers chacun. Né d'une disparition de la nuit où commence la trame du jour, je rencontre le voyage. Je verse mes eaux impunément, portes ouvertes sur les rangs, sentant les oiseaux. Parti de la maison faite à bras-le-corps, j'ai trouvé les mots pour inventer des jeux, retrancher les regrets, revêtir l'écorce. Mon origine poursuit l'histoire actuelle, n'ignore aucune épreuve. Et il y a ce travail sur la syntaxe, hein, les compléments d'objets directs qui deviennent les sujets, qui deviennent, voilà, il y a cette espèce d'élément très mouvant, très émouvant du coup. Je recueille les faits d'armes de l'enfance. Anecdotes, inventions, folie. Je suis l'ombre au plus près, me lie aux mouvances, nage dans la turbulence des vagues, entre dans le livre des croisés. Le voyage des mots fait corps d'altérité, découvre le récit muté. Ma pensée recompose les routes, médite l'horizon, revient au battement de l'amour. Le bruit des autres rebondit sur le fleuve, me rejoint là où je vais. Je marche sur les pierres des rivages, la lumière d'octobre réfléchit.
C'est donc les 5 poèmes, ou le poème en 5 parties de Diane Regimbald, Là où je vais, dans ce très beau volume des Femmes rapaillées aux éditions Mémoire d'Encrier. Toujours poésie, toujours des écrivaines ou des autrices. Nathalie Vincent Arnaud, Clé d'août aux éditions Interstice. J'ai acheté ce livre, j'avoue, pour avoir été intrigué à cause du nom de l'autrice, que je connais de nom, puis que j'ai rencontré 2 ou 3 fois, qui est une collègue stylisticienne qui a écrit plusieurs livres sur l'analyse littéraire et la traduction. Et donc j'ai été intrigué de voir qu'elle publiait de la poésie. Eh bien, j'aurais pas dû y aller parce que c'est très décevant. J'ai trouvé que c'était une poésie vraiment post-romantique, cuculapraline, enfin, d'une grande facilité. Enfin, j'ai pas du tout aimé, comme on l'a compris. Et alors le pire de tout, c'est qu'il y a une préface dont on comprend même pas qui l'a écrite. Et alors qui est tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Enfin, ça réussit à être un panégyrique complètement disproportionné par rapport à la qualité réelle des poèmes. Et puis on ne sait pas du tout d'où ça vient. C'est très premier degré. Il n'y a pas d'analyse réellement. C'est vraiment très mauvais comme préface. Donc on le comprend, les poèmes sont assez médiocres et la préface est carrément mauvaise. Donc puis le livre n'est pas très beau non plus. Il y a le choix d'une police qui est pas terrible non plus. Je sais pas. Enfin, j'aime pas trop ça non plus. Je sais pas ce que c'est comme police, mais bon. Donc à l'arrivée, ça fait un peu aussi livre auto-édité. C'est assez complaisant quand même. Je vais vous en lire un quand même. Cœur d'encre. Tu respires l'encens d'une valse oubliée. Cœur d'encre, et tu te désespères. Tes pas se sont noyés à une eau trop salée, et épuisé, tu t'incinères. Les nuits vastes décombres où se forge en sourdine ton pauvre sabbat de papier ont épousé l'écho des rumeurs assassines où ton songe a sombré. Tu te lances et te heurtes à des parois muettes, et si faut-il rêver, rêve encore, dévoré par les antres secrètes d'un vertige morné. Bon, c'est un petit peu, voilà, Marceline Desbordes-de-Valmore au début du XXIe siècle. Desbordes-de-Valmore, c'était bien au XIXe. Naître au sud alors je ne sais pas comment ça se dit, Gurfur Eliasson, je ne sais pas. C'est aux éditions, tiens, c'est les éditions canadiennes, ça aussi, une maison d'édition canadienne, La Peuplade. Et ce livre islandais a été traduit par Catherine, et là c'est pareil pour la prononciation, Eyolfsson, je suppose. Et c'est un livre qui en fait ne raconte rien, qui en fait a pour personnage un écrivain qui, est en train d'écrire ou de ne pas réussir à écrire son roman. Il a déjà publié un certain nombre de livres. Alors là, je suppose aussi, n'ayant jamais lu de livre d'Eliasson, que c'est de l'autofiction, parce qu'il y a des échanges avec son éditeur, il y a plein de choses qui se passent dans ce livre qui semblent montrer que c'est une sorte de décalque d'autobiographie, donc encore un travail autofictionnel, hein, comme Bruit de dents d'Anna Dubosc. Et en fait, il occupe la maison d'un ami qui lui prête cette maison dans un coin complètement paumé, dans un petit village, une petite bourgade en Islande, un petit peu coupé de tout, dans laquelle dès l'automne tout s'arrête, même le café ferme, n'ouvre plus, etc. Il y a des congères, il y a la neige partout, on ne peut plus passer, donc il est obligé de tenir sur ses réserves, donc c'est assez... Et donc le livre se décompose en 4 parties qui sont les saisons. Et je me souviens plus, ça commence par printemps, voilà, et ça se termine par hiver, bien sûr. Et le texte est entrecoupé de headlines, de grands titres, je suppose. Alors, on ne sait pas si c'est des titres de presse, si c'est des infos qui lui viennent comme ça, des titres de mail, enfin, c'est un peu étrange. Et donc il y a cette difficulté, cette quasi-incapacité à écrire son livre, à faire avancer son roman, et donc il se retrouve à écrire des poèmes, à passer des journées entières à pas écrire, à être affalé sur son canapé, à pas savoir ce qui se passe, à pas comprendre ce qui lui arrive. Et donc finalement, le livre qu'il écrit, c'est le livre qui s'écrit pendant ces 4 saisons d'isolement, ou d'isolement quasi total. Et de temps en temps, il repart à Reykjavik, où il a un appartement, et donc en fait, il explique que même à Reykjavik, en fait, il voit personne, et qu'il sait pas trop pourquoi il y est allé. Cette espèce de bizarrerie un peu généralisée. Alors j'ai corné pas mal de pages, j'ai bien aimé. Allez, je vais vous lire le début de Automne, la 3e partie. Les pluviers dorés commencent à se regrouper sur la lande. Ils sautillent sur les bosses herbus en poussant leurs cris plaintifs, le poitrail gonflé, comme si le chagrin allait les faire éclater. Je m'amuse parfois à leur répondre d'un bi 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 dans leur langue, mais ils posent sur moi un regard blessé accusateur et je mets fin à ce jeu. Du reste, moi, je ne suis pas sur le départ, je vais rester ici, que cela me plaise ou non.
En montant le long de la maison, à l'endroit où j'ai vu l'autre jour l'homme à la tronçonneuse, je constate ce qu'il était en train de faire. Il a scié et enlevé toute la terrasse en bois. Elle appartient au passé. Assise au café, je lis les journaux arrivés avec l'autobus du matin. C'est la fille de la patronne qui est de service maintenant. Elle ne me parle pas vraiment non plus, mais je trouve son mutisme plus confortable que le silence de sa mère. Il y a encore des secousses sismiques au Japon, et toujours des risques de fuite nucléaire. Les Américains apportent leur aide, ceux qui ont lâché des bombes sur 2 villes nippones s'efforcent maintenant d'empêcher que des substances radioactives ne s'échappent. Le monde suit une orbite singulière, pas seulement autour du Soleil. Le temps s'est nettement rafraîchi. Il faut que j'augmente le chauffage du radiateur et que j'allume le poêle. Je n'aime pas écrire dans le froid. J'ai laissé Adrian Leverkun, parce qu'il lit en fait le Dr Faustus de Thomas Mann, et il a l'air de trouver ça très pénible en fait. Page 102. J'ai laissé Adrian Leverkun de côté pour me plonger dans les poèmes de Neruda en faisant un saut d'une dizaine d'années. Entre-temps, j'essaie de composer moi-même, mais ce n'est pas facile d'avoir Neruda derrière son dos. En même temps, il secoue la tête face à tout ce qui apparaît sur la feuille. Quant à l'histoire, elle ne fait que progresser en rampant. Je me sens quelquefois comme le limaçon sur une vitre, qui monte laborieusement et qui glisse aussitôt dans sa bave pour se retrouver toujours au même endroit. Et s'il se met à pleuvoir, il déboule tout en bas sur le rebord de la fenêtre et doit repartir à zéro. Avec sa maison sur le dos ou pas, peu de gens comprennent Sisyphe mieux que nous autres, les escargots. La fenêtre au sud. Je poursuis cette vidéo, je range mon bureau, avec un livre de Sylvie Taussig, Sous le nopal. Sylvie Taussig, j'avais énormément aimé son livre chez Nous, Ma tête de l'autre, et là ça n'a absolument rien à voir, et j'ai bien aimé aussi, mais c'est complètement barré comme livre. Sous le nopal, c'est publié aux éditions Jingwei Agency, ce qui est déjà un petit peu curieux. Enfin, même l'emballage un peu, comment dire, du livre, les rubriques habituelles du paratexte, autres romans, dans la même collection, etc. C'est un peu étrange. Ouais, par exemple, vous voyez, vous avez tous ces flashcodes à la toute fin, c'est un peu curieux. Et peu importe. Et Sous le nopal, c'est un livre de science-fiction et même d'anticipation dans laquelle Sylvie Taussig imagine qu'une montagne d'Amérique du Sud se détache de la Terre et qu'en fait toute la structure en fait de la Terre, antipode, les pôles, l'équateur, etc. est complètement déstructurée et que donc elle se détache de la Terre, ce cône montagneux se détache de la Terre et se met à dériver dans l'espace, un peu comme une sorte de vaisseau spatial, et que dans ce vaisseau spatial ancienne montagne, etc., un groupe d'hommes et de femmes essaie de survivre tant bien que mal avec c'est là où ça devient vraiment totalement science-fictionnel, c'est que c'est situé dans un futur peut-être pas si proche que ça, dans lequel les êtres humains, on va dire, les scientifiques ont commencé à réussir un certain nombre de choses assez étonnantes, comme par exemple de croiser les végétaux et les minéraux. Donc il y a des végétaux minéraux en même temps, des hybrides de végétaux et de minéraux, et qui servent en fait aussi à la survie de ce groupe. Alors ce qui est très curieux dans le livre, c'est que toute une partie se passe évidemment sous le nopal, dans la capsule en quelque sorte, et puis toute la deuxième partie se passe sous la terre. Alors je dis deuxième partie, j'exagère un petit peu parce que si on regarde, alors c'est très curieux parce que dans la structure, dans le style, dans l'observation anthropologique ou la parodie d'observation anthropologique, ça se rapproche de certains textes de Michaud, par exemple, dans Équador ou dans Ailleurs, en fait, le voyage en Grande Garabagne, tout ça. Et puis en même temps, toute la partie science-fiction n'a évidemment rien à voir avec ce modèle-là. Donc il y a une espèce d'éclatement permanent, de décentrement permanent, y compris dans les références génériques, stylistiques. C'est très déstabilisant, et voilà, au bon sens du terme, en l'occurrence. Oui, donc le livre se compose en fait de 6 parties, si on veut être tout à fait cohérent, et c'est la 5e qui s'appelle Sur la planète, qui occupe à peu près la moitié du livre, dont je disais que c'est la 2e partie, on va dire, c'est voilà, d'un point de vue du nombre de pages, de la longueur, c'est un peu l'idée, et donc il y a ce retour en fait sur la planète, avec ces 3 parties, dont la première n'a pas de titre spécifique, c'est Sur la planète, et ensuite Les Fichus, Le Trou de la Serrure. Le mieux est d'en lire un ou plusieurs extraits. Dans le fond, elle est intimement d'accord avec Amaota. Ils ont d'autres chats à fouetter que de statuer sur le cas de Dirk. Les plantes respirent. Les Cunupukriens dorment au milieu des fleurs bleues de Taroui comme en un drap d'azur. En bas, c'est la salle aux racines.
Comme il n'y a pas de terre, il suffirait de peu d'efforts pour passer outre et regarder de l'autre côté dans le vide du dessous, si tant est que le dessus et le dessous fassent encore sens, puisque les racines poilues regardent vers l'intérieur. Mais nul n'ose affronter les glochides des nopals. Ces saletés invisibles comme le regret, et comme l'huile ardente qui hameçonne la peau, et par rapport auquel la tunique mortelle des bourreaux romains, paraît une broutille. Oui, il y avait bourreau et broutille, et du coup j'ai dit roumain. Mais bon, c'est improvisé, je change rien. Ça, c'était page 31. Passage important de ce qui se passe sur la planète, c'est-à-dire que les êtres humains décident de détruire entièrement toute forme de vie animale. Ceux qui n'ont pas encore été détruits par la pollution, etc., ils décident de tous les massacrer. Les animaux massacrés, il resta des ferments de violence. La violence colle aux mains plus longtemps que le sang gluant. La violence se transmet par les airs et par les bûchers, et la deuxième génération, écrasée entre la chute du ciel et les pourritures des bêtes en décomposition, déploya toute une batterie de moyens pour l'endiguer et d'abord un arsenal diagnostique. S'ils avaient tué les bêtes, ce n'était pas par instinct de violence, mais pour s'en protéger. La violence était animale, mais elle ne venait pas seulement de la prédation de la nature carnivore, voire anthropophage des fauves, mais aussi de leur territorialisation, et chez les mammifères du bounding, dont les anciens avaient fait un éloge démesuré, ajoutant maintes sottises sur la configuration du cerveau féminin et les neurones miroirs. La deuxième génération, d'après le massacre, se dédia à achever l'engloutissement de toutes les ruines du passé. Elle jeta aussi le voile sur les œuvres et tableaux qui avaient été mis de côté avant l'inversion et dont les originaux demeuraient dans un endroit tenu secret. Des copies circulaient expurgées de leur contenu animalier. Expurgés non, en réalité, alors que le continent et la mer autour ruisselaient du sang, de la lymphe, du fiel et du pus de toute la faune traquée et trucidée, les copies connurent un événement proprement fantastique. Les chevaux dressés des généraux napoléoniens se délavèrent, les scarabées égyptiens s'envolèrent et s'évanouirent, les pieuvres japonaises se rétractèrent dans les fibres de soie, ainsi du mouton de Tsurbaran dans sa toile. Des pans de la miniature persane et autres chatons de Marie Laurencin. Ils dégoulinèrent et bavèrent, laissant des tableaux sans faune, ni sauvages, ni domestiques, que les cités nouvellement bâties en forme archidamienne recueillirent dans des musées qui copiaient leurs prédécesseurs, dévastés. Puis le vocabulaire, on pensa qu'il fallait sauver l'humanité du fléau de la culpabilité, retirer les termes qui renvoyaient à des animaux, supprimer les livres qui en parlaient, détruire leur statut. On pensait plus aux conditions immédiates de la survie qu'à la survie elle-même. La deuxième génération aux mains sanglantes se lança ensuite dans l'autodafé, éliminer jusqu'au souvenir des animaux, retirer de la langue tout lexique qui porta cette empreinte, supprimer les livres où ils jouaient quelques rôles, châtier et émasculer les textes de leurs animaux et de leur violence, suppression des traditions religieuses de la Genèse, de l'âne entrant à Jérusalem, du cheval ailé de Mahomet, des dieux Ganesh et Hanuman, de ce qui restait comme souvenir de sacrifices d'animaux. Évacuation de la réincarnation, des totems, des sacrifices. Quand on en vint au thème de l'évolution, l'habitude était déjà tellement prise de vider les livres en les traduisant en vilien. Le vilien, c'est le langage de la ville, de la grande ville éternelle. Il y a toute une sorte de projection urbaine complètement hallucinante. Et c'est extraordinaire comme imaginaire dans ce livre-là. Le fait que tous les êtres humains qui habitent la planète changent de ville, déménagent totalement tous les 5 ans, et donc il y a 12 villes dans le monde, et ces 12 villes sont entièrement détruites et entièrement reconstruites tous les 5 ans, et les gens doivent absolument changer de lieu. Donc le vilien, c'est la langue universelle. C'est cauchemardesque comme livre quand on le prend vraiment au fond. Quand on en vint au thème de l'évolution, l'habitude était déjà tellement prise de vider les livres en les traduisant en vilien, en expurgeant la violence, la folie, que l'effacement d'une histoire humaine accompagna avec soulagement l'occultation générale, aucun animal pour plaider un devoir de mémoire. On brûla, il resta 500 mots. La pauvreté de la syntaxe étant compensée par la sophistication de termes techniques nécessaires pour tout dire. Toutes les stations de la neige, toutes les formes de coucher de soleil, toutes les cuissons de la Tillée. Langage universel et sans ambivalence, sans expressivité tel qu'un œuf ne peut être autre chose qu'un instrument ovale pour repriser des chaussettes et un coquillage seulement un objet géométrique rencontré par un vilien dans un voyage par méditation ou exploration bioélectrique, comme structure fondamentale de la nature, ainsi l'hippocampe du cerveau ou le cornet acoustique. Un livre déstabilisant, déroutant, Sous le nopal de Sylvie Taussig.
Un livre dont je vais parler moins longtemps, ça fera une moyenne. Acheter 1 € dans une brocante avant le confinement, parce que nous sommes en plein second confinement, je ne l'ai pas redit. J'espère le second et pas le deuxième. La lutte pour la mer de Rosny Aîné. C'est vrai qu'on a beaucoup lu Rosny Aîné ici. Et là, ça m'a intrigué parce que c'est un livre qui parle en fait juste à côté de chez moi, c'est-à-dire de l'estuaire de l'Adour et de toute la bataille hydrologique, géographique et politique pour déplacer, pour changer le cours de l'Adour et le cours du Gave. Et c'est un texte très étonnant. C'est un texte qui date de je sais pas en fait. J'ai même pas vérifié ça. Et en fait, j'ai vu aussi qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Hossegor, souvenir de l'auteur. Donc voilà, donc Hossegor, c'est juste à côté aussi de chez moi, on va dire pas de la Touraine où j'habite, mais de mon pays d'origine, le sud des Landes. Une autre remarque à faire, l'apogée de Bayonne se place au temps où l'Adour allait se jeter dans le gouffre. Même aujourd'hui, la cité aurait de la peine à réaliser ce qu'elle a réalisé à cette époque. Les tenants de Cap-Breton devraient se contenter d'une pareille gloire, elle leur donne complètement raison quant à l'excellence du port et de la rade, quant à la prospérité de Bayonne avec une sortie de l'Adour au lieu dit du gouffre. Toutefois, ni ce port, ni cette rade ne préservèrent Bayonne de la ruine. La paix eut beau être jurée entre la France et l'Angleterre, les Normands poursuivirent leur néfaste activité jusqu'en 1318. Les Bayonnais eurent d'ailleurs leur part dans ce terrible conflit et ne laissèrent pas à l'ennemi traditionnel le temps de panser ses blessures, mais le contre-coup les atteignit davantage. De toute façon, la prospérité inouïe de la ville suscitait les jalousies, les Castillans, les Portugais s'y étaient mis, eux aussi, attaquant les navires labourdiens qui passaient. Une flotte bayonnaise pillée dans les eaux du Tage revint en mauvais état au port de Suzé. La décadence suivit donc de près une si belle période. Et je me suis coupé dans une phrase parce que la phrase elle-même est coupée par cette illustration entre la page 112 et la page 113. Voilà une édition pas d'origine mais pas loin, joli livre, hein, de la lutte pour la mer de Rosny Jeune. J'ai dit Rosny Aîné, pardon, Rosny Jeune. Oui, autant pour moi. Le dernier numéro de la revue Europe, numéro double comme souvent, consacré à Eugène Savitskaya et à Pierre Pechemaure. Ça a été l'occasion d'une petite bataille et même d'une quasi-fâcherie avec un des auteurs ou même un des maîtres d'ouvrage du livre, Laurent Albarracin, parce que j'ai fait remarquer, et je maintiens à 100% ce que j'ai pu dire, le fait que le sommaire est complètement choquant, puisque le numéro, la partie du numéro consacrée à Savitskaya qui est la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre, parce que Savitskaya, je le lis depuis 30 ans, c'est un écrivain majeur pour moi. Puis Pierre Pechemaure, je ne l'ai jamais lu, donc j'ai pas trop lu les articles qu'il y avait au sujet de Pierre Pechemaure, hein, c'est un poète que je ne connais pas, donc pas trop envie de lire des articles à son sujet, j'ai parcouru. Mais c'est pareil pour la partie consacrée à Pierre Pechemaure, il n'y a pas une seule autrice. Tous les auteurs sont des auteurs, des hommes. Et ça n'est plus possible. Hein. Ça a été difficilement possible il y a 20 ou 30 ans. Et je pense qu'on peut revenir sur cette question-là. Et j'en ai parlé d'ailleurs récemment aussi dans une vidéo Interpares au sujet d'un livre qui n'a pas quitté mon bureau depuis, qui est le Cabinet Lambda. Ça n'est pas possible d'avoir un pareil déséquilibre. Et là, le déséquilibre va jusqu'à l'hégémonie. C'est-à-dire c'est une réunion en non-mixité. Les auteurs de ce livre ont décidé de ne prendre aucune femme, de n'accepter aucun texte de femme, et c'est complètement hallucinant et choquant, et en 2020, ça n'est pas acceptable. Comme j'ai acheté ce livre avec mes sous, comme j'ai quand même aimé un certain nombre de choses qu'il y a dans ce livre, j'ai le droit de le dire dans la manière dont on envisage la littérature, l'art, la réflexion sur ces questions-là, on n'a pas le droit d'exclure totalement les femmes, les écrivaines, les autrices, les critiques littéraires, les universitaires. Il y a des universitaires, beaucoup qui ont écrit dans ces livres-là, et des universitaires, des maîtresses de conférences et des professeurs, eux, qui écrivent sur la littérature française contemporaine. Il y en a plein, donc c'est juste pas normal qu'il n'y en ait aucune dans ce numéro. Bien, cela étant dit, c'est un numéro très intéressant, c'est sur Savitskaya, donc ça m'intéresse, et je ne parlerai que d'un seul article, l'article de Charles Gaby-Max, qui m'a beaucoup plu. Je ne sais pas du tout qui est Charles Gaby-Max, mais son article Allegria est très intéressant, il permet de reparcourir vraiment l'œuvre de Savitskaya, de la reprendre d'une autre manière, et moi ce qui m'a frappé d'une manière assez ironique, par-delà l'article de Charles Gaby-Max, c'est à quel point Savitskaya est un auteur androgyne, est un auteur qui justement dépasse la question des ruptures de
genre et s'est réinventé jusque dans son nom même, hein, Savitskaya, qui est le nom de sa mère et qui n'a pas masculinisé. Donc il y a tout ce côté-là, et donc il y a cette espèce de non-binarité totale qui fait que du coup, avoir cette espèce de club fermé de mecs qui parlent de Savitskaya, c'est encore plus un contresens fondamental sur ce qu'est l'œuvre de Savitskaya. Donc l'article de Charles Gabimax, c'est vraiment très bien. Il y en a d'autres, hein, qui sont bien. L'entretien avec Savitskaya qui ouvre le volume est très chouette. Bon, l'article de Johann Ferber qui traîne un peu partout, enfin il est vraiment partout, Johann Ferber, mais il ferait mieux de se concentrer un peu, parce que là, son article ne casse pas trois pattes à un canard. L'article de Guillaume Condello est très bien, et pareil, ensuite, voilà, il y a des articles vraiment très chouettes. J'ai bien aimé l'article de Laurent Demoulin aussi, voilà, donc ça a beau être tous des hommes, je leur en veux pas, je le dis en plaisantant, il y a des articles vraiment très chouettes là-dedans. Mais je vous recommande vraiment l'article de Charles Gabimax, dans lequel il revient aussi, c'est aussi pour ça que j'aime bien cette espèce de la période, la fin des années 80, début des années 90, qui est une période centrale pour moi, et la plupart des articles finalement s'intéressent soit à des textes beaucoup plus récents qui sont très bien, soit vraiment tout premier Savitskaya, celui de l'irruption, le Savitskaya un peu rimbaldien, quoi, 20 ans, une espèce d'œuvre comme ça, complètement singulière, qui fait éclater la scène littéraire francophone, et donc c'est important bien sûr de le revisiter et de le repenser, mais je trouve que cette période médiane, un petit peu de la fin des années 80, début des années 90, qui m'est chère peut-être parce que c'est le moment où moi j'ai commencé à le lire, hein, c'est possible aussi, hein, je peux interroger mes propres biais, mais voilà, elle est peut-être moins étudiée, et Charles Gabimax en parle très bien. On arrive à la fin pourquoi ? Parce qu'il y a aussi ce livre, mais lui je lui consacrerai une interparesse, toutefois vous pouvez d'ores et déjà l'acheter, vous le procurer, vous savez que j'aime beaucoup Pierre Barrault. Eh bien voilà, le dernier Pierre Barrault, Catastrophe aux éditions Kidam, il est très très bien. J'ai écrit déjà un billet de blog qui n'est pas vraiment une recension, qui est plus une espèce de délire impressionniste à son sujet, mais j'y reviendrai dans Interpares. Et je termine avec un livre que je n'ai pas relu récemment, mais que j'ai rattrapé de mes étagères, Such is Life de Joseph Furphy, un livre mythique, australien, je ne sais plus s'il a été traduit ou pas en français, c'est un texte du début du XXe siècle. C'est un texte qu'on peut trouver d'ailleurs, je crois, gratuitement sur Internet et sans tricher, je veux dire. Hein, je crois qu'il est tombé dans le domaine public, donc on le trouve. Et donc ça, c'est une édition de type reprint, tout ce qu'il y a de plus vraiment brut de décoffrage, aucun paratexte, rien. Vraiment, c'est indiepublish.com. Oui, c'est published in the United States by indiepublish.com, Boston, Massachusetts. Et j'ai lu ce livre en 2011. Parce que c'était un livre mythique dont j'avais entendu parler depuis très longtemps, et j'y reviens assez régulièrement. C'est un livre sur la conquête territoriale de l'Australie, et c'est vu justement du point de vue, enfin, c'est un vrai roman prolétaire aussi par de nombreux aspects, et c'est un livre d'un formalisme vraiment fondamentalement intéressant, je veux dire, c'est vraiment très 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 chouette, et je ne sais pas si je peux vous en lire un extrait, parce que la vidéo est déjà très longue, non peut-être pas, j'ai peut-être pas envie d'improviser là-dessus, il s'est retrouvé sur ma pile, mais improviser sur Such is Life de Joseph Furphy en l'ayant pas vraiment relu, ça n'est peut-être pas une très bonne idée quand même. Things being in this posture, there reached Avondale in the winter of '83 a vague, intangible bruit of somebody expecting to hit it on Mount Brown, and shortly afterward Bill, in a vision of the night, found himself paddocking a bit of 4-foot ground for a free, lively 6-inch wash, running something like 10 ounces to the dish-rough, shoddy, water-worn gold. Next night the dream was repeated, but with this addition that the dreamer bent the point of his pick whilst hooking out a sort of a pocket in the pipe clay, a flat, damper-shaped nugget that he could hardly lift. The third night found the ground richer than ever, but Bill, knowing it to be a dream, and having no way of permanently retaining the gold he might get under such conditions, very wisely contented himself with taking accurate observations of his landmarks, so that he might know the place again when he saw it by daylight. Whilst so engaged, his attention was attracted by 2 emus, which resolved themselves respectively into Captain Royce and Mick Magee, the latter being an old mate of his own, accidentally killed on the Jim Crow about 15 years before. This made the assurance of the thrice-repeated dream triply sure, for the emu is one of the luckiest things a person can dream about, and its identification with Captain Royce
was as good as an old boot thrown by thy awesome magnet, whilst its association with Mick McGee made the cup of blessing of a slop in all directions. Mick, having been in the days of his vanity a man that brought luck with him wherever he went, particularly in shallow ground. J'ai fourché un peu, parce que je commence à fatiguer un peu à la fin de cette vidéo, mais c'est vraiment, moi je n'avais pas relu ce texte, mais voilà, l'imaginaire qu'il y a derrière, toute la notion du rêve, la manière dont ça se croise avec l'idée de la conquête territoriale, avec l'imaginaire qui est un imaginaire aborigène aussi déjà, avec la vision, les rêves, les rêves au sens aussi des peintures aborigènes, et puis tout ce vocabulaire, cette utilisation très particulière de la syntaxe et du lexique, c'est vraiment un texte formidable, et que, au sens anglais du terme, presque formidable, terrifiant, c'est un texte formidable et terrifiant d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'était beaucoup des textes formidables dans les deux sens du terme, pour certains d'entre eux. Allez, c'est fini, c'était la 66, elle est très longue.